Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le titre d'un titre en particulier, il y a la barre YouTube, il y a le chapitrage en description. Encore une fois, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, même si c'est en train de mourir, TikTok, Instagram et j'en passe. Peut-être bientôt Mastodon, on verra. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la vidéo d'être plus visible et à la chaîne de grandir tout doucement. On commence à s'approcher, si je dis pas de bêtises, des 4000. Bon, il reste encore une petite centaine quand même avant d'atteindre les 4000. Et voilà, ça fait quand même grave plaisir, enfin, si je dis pas de bêtises. Et bah, sur ce, on va commencer maintenant. Et on commence avec Wonder 3. On va terminer, on va dire, cette lecture découverte de ce titre de Osamu Tezuka, disponible aux éditions Issei Manga. Donc c'est le troisième et dernier tome. Donc on a terminé le tome 2 sur le fait que les humains, enfin l'organisation du mal avait récupéré la bombe anti-proton. Et donc notre héros, le jeune Koichi, j'allais dire Soichi, et le Wonder 3 allaient essayer de retrouver cette bombe et empêcher qu'elle explose et donc créer toute la menace de la Terre. En fait, il y avait un truc qui m'avait pas mal perturbé dans le tome, surtout 2, c'est le fait que Koichi et son frère étaient très mis en valeur, là où le Wonder Suite était un petit peu en retrait, ça avait limite d'un peu d'aide, mais c'était pas les personnages centraux de l'œuvre, alors que pourtant ils donnent leur nom. Et en fait, en terminant l'œuvre, le fait que le Wondersuite dit bon on doit repartir, on va dire on va pas faire ce qu'on nous a demandé de faire, donc de détruire la Terre. Par contre dans 20 ans il y a des gens qui vont venir, faites attention, il faut que la Terre soit devenue pacifique, que ce soit une planète qui soit cool. Et donc le héros en fait, avec la rencontre avec le Wondersuite, il est changé, avant c'était un petit bagarreur, là il devient une sorte de pacifique et des mecs qui viennent le chercher, il va pas les affronter. Il va essayer, il a évolué avec la rencontre avec le Wondersuite, et surtout, à la fin il se passe un truc, c'est que le- gros spoiler, c'est que le Wonder Sea, on leur dit bon, vous avez fait une connerie, on va vous transformer dans une espèce que vous voulez et vous allez sur une planète que vous voulez. Donc ils deviennent des humains, ils vont sur Terre. Et alors le truc c'est pas fort. Alors c'est peut-être que j'ai raté une bulle et j'ai pas compris. Mais en fait ils vont sur Terre, mais dans le passé. Et en fait il y a des personnages que le héros a rencontrés qui sont en fait le Wonder 3 en mode humain et qui ont perdu la mémoire. Et ça me donne envie de relire l'œuvre parce que maintenant que je sais ça, je me dis merde attends, ça va peut-être changer ma vision de l'œuvre, de dire attends mais lui en fait c'est un Wonder 3 et en fait il aide le héros parce qu'il sait des choses. Très curieux de voir ça. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Captain Ken reste pour moi, pour l'instant, mon œuvre préférée de ce qu'a publié Issei Manga. Et vivement 2023 parce qu'on aura Blackjack. Et là, je suis hyper enjaillé. Maintenant, on part en Chine antique avec Kingdom, le tome 63 et le tome 64. C'est le tome annuel, enfin les tomes annuels de Kingdom, vu que Meian les sort deux par deux, et attend qu'il y en a deux au Japon pour les sortir d'un coup. Donc ce qui fait qu'on a deux tomes quasiment chaque année. Je préfère en avoir un tous les 6 mois, mais bon, c'est juste mon avis à la question. En plus, c'est vrai que le fait que le tome 61-62 soit sorti il y a quasiment un an, je sais qu'on est encore dans la gros arc de la conquête de Zao, mais je pense que je me relirai l'arc quand il sera terminé parce que j'ai plus tout en tête forcément. Donc là, on a deux tomes qui sont centrés sur deux petites batailles. Une première, c'est Shin qui doit prendre une putain de falaise, une montagne où il y a une unité ennemie, et donc il va affronter le mec qu'on voit en couverture qui est derrière, de l'état de Zao, grosse bagarre. Et le second tome est plus centré sur Kanki et son armée qui sont des putains de sanguinaires. C'est vraiment bien. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, parce que j'ai un peu tout oublié ce qui s'est passé. Je me souviens qu'il y avait l'histoire avec une meuf de la même famille, enfin du même clan d'assassins que Kyokai. Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié tout ça quand je l'ai vu. J'ai fait ah oui, c'est vrai qu'elle était là, elle déjà. Mais c'est vraiment cool. J'adore le tome. Ce tome-là, le tome 64, avec le moment où Heisei vient et pose ses boules devant Kanki, qui lui dit mais toi t'es le roi de ce char. Ok, on a tué 100 000 personnes, mais c'est à cause de toi qu'on a fait ça. Nous on obéit qu'aux ordres, parce que toi tu veux conquérir toute la Chine, enfin tous les États, les 7 royaumes. Donc ça c'est super intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va être développé dans les tomes qui sortiront dans un an. Et alors je remarque aussi une petite chose, j'ai l'impression que le papier est de meilleure qualité, il est un peu moins souple, il est un peu plus épais et un peu plus blanc que les tomes que j'avais avant qui sont un peu plus souples, un peu plus jaunes aussi, et un peu moins épais. C'est cool, mais c'est vrai que c'est vrai, c'est assez dur de tenir le bouquin parce qu'il est, le papier est vraiment très rêche, mais c'est pour le mieux, c'est quand même un papier de meilleure qualité, donc ça c'est vraiment appréciable. Maintenant, aux éditions Nobinobi, on va parler du tome 7 de Horimiya qui, encore une fois, fait apparaître différents personnages. Alors, il n'y en a aucun qui est sur la couverture. Pour moi, on approche tout doucement de la fin de ce qu'a adapté l'animé qui était sur Wakanim.
si je dis pas de bêtises. Je pense qu'en 2-3 tomes, on aura rattrapé, même si la série fait une quinzaine de tomes. Toujours aussi bien, là, il y a l'apparition, d'un grand garçon qui est amoureux de la meilleure amie de Ori et bah, en fait, il a des problèmes de vue, mais elle lui dit: «Tu sûr que tu es amoureux de moi? C'est pas plutôt ma copine Ori?» Il fait: «Non, non, c'est toi». Donc c'est super intéressant par rapport à ça. J'aime beaucoup, les petites histoires autour du délégué. De toute façon, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tellement de personnages qui apparaissent au fur et à mesure et qu'on commence à voir des petits chapitres dédiés rien qu'à eux et le couple Ori et Miyamola est limite mis en retrait. C'est super intéressant, en tout cas, j'aime toujours autant Horimiya, petite comédie romantique que j'aime beaucoup. Maintenant, on parle d'édition Pika avec 4 bouquins. Tout d'abord, le tome 12 de Blue Period qui a l'air d'attaquer un nouvel arc, parce qu'on va dire que le tome 7 à 11, c'était l'arc première année de Yatora à Gaidai. Là, il arrive en deuxième année de son cursus peinture à l'huile. Euh, la première année était quand même pas folle. Moi, j'ai trouvé moins intéressante parce que on voyait Yatora qui était en difficulté là où dans le premier arc pour atteindre l'examen, c'était que de la découverte, donc il apprenait plein de choses. Là, on le sentait vraiment au pied du mur et c'était assez anxiogène, on va dire, à lire et c'était pas forcément. Moi, j'ai moins apprécié ça. J'ai beaucoup aimé le tome précédent avec les enfants qui était vraiment cool. Et là, le tome 12 est un peu plus est tout aussi intéressant avec ce nouveau professeur qui va gérer leur classe, qui a l'air d'être bien vénère, qui va leur mettre un peu le pied à l'étrier, qui va vraiment les faire chier. Notamment le premier cours, il leur dit: vous faites 500 dessins au crayonné. Bam, vous avez un mois. Enfin, des esquisses, pas vraiment des crayonnés. Donc c'est hyper intéressant. Il y a aussi le retour de la copine, enfin une copine de promo, donc Maki Kuwana, qui avait raté l'examen, qui maintenant s'est reconvertie dans la sculpture. Et donc on va la voir en première année. Donc on va vraiment avoir tout ce groupe. J'espère qu'on reverra le meilleur ami, enfin la meilleure amie de Yatora, donc le personnage qui était transsexuel, si je dis pas de bêtises, qui a disparu bah, depuis qu'il est à l'université. J'aimerais bien qu'elle revienne. J'aime beaucoup ce personnage-là, et c'est un peu dommage qu'il disparu. Et ça, c'est vraiment triste, surtout que Kuona revient, donc j'espère qu'il y a d'autres personnages en plus. On nous parle de la copine, de sa copine qui était en peinture japonaise, ou styliste. J'espère qu'on les verra. En tout cas, là, pour l'instant, c'est vrai que 7 à 11, j'ai pas... Enfin, 7 à 10, j'ai pas du tout aimé, et là, ça redevient bien Blue Period. C'était vraiment un petit creux dans la première année d'Yatora. À voir si le tome 13 confirme ça ou en fait ça va à nouveau se casser la gueule. Maintenant, il est temps de parler du tome 22 de Eden Zero. Alors, je ne lis pas les scans. Je sais qu'en ce moment, à ce qui paraît, c'est une dinguerie et j'hésite réellement à bourriner les scans pendant une après-midi pour être à jour et après me reposer et resuivre la publication française. Mais je me tâte, hein. Donc dans ce tome-là, on a notre héros Shiki qui va affronter les 4 étoiles maléfiques de Ziggy. Après les gros affrontements, plus qu'il y a en même temps avec l'une des Zoration Seis qui est Mother Dragon. Donc c'était enfin c'est super cool de voir cet affrontement. Et il y avait une chose que je pense que tout le monde l'avait un peu cramé, mais je le sentais un peu venir, le fait que les 4 étoiles maléfiques de Ziggy étaient carrément les opposés des 4 étoiles maléfiques, enfin les 4 étoiles originales. Et il y avait un magicien, il y avait un gros guerrier. Je me dis, attends, c'est un peu bizarre, ils sont vraiment, t'as vraiment des archétypes identiques. Et bah ouais, Witch était, comment s'appelle la sorcière? C'était le bouclier. Bah le sorcier, c'est la lance de l'Éden. Il y a la guerre, il y avait Valkyrie, c'était l'épée. Bah il y en a un mec, c'est l'armure. Il y en a un, c'est la vie de l'Éden. Bah l'autre, c'est la mort. Il y a l'âme, il y a le cerveau. Donc il y avait vraiment des opposés. Et les affrontements entre ces 4 personnes-là. Mais un truc que je m'attendais pas à voir avec ça, avec ces personnages-là, c'est qu'ils étaient liés. Et là, on découvre grâce à Shiki que bah, les deux fois, enfin les 4 étoiles de chaque côté sont liés les uns avec les autres. Et là, j'ai hâte d'en savoir un peu plus parce que là, cet homme-là, il m'a vraiment surpris pour cette partie-là. Vraiment, je veux dire que bah, l'épée et le bouclier sont liés, la vie et la mort sont liés. En quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On revient au fait que quand ils ont découvert Shiki, qu'ils ont découvert en dehors du Cosmos Sakura, qu'ils auraient rencontré donc la déesse de la vérité, le One Piece du monde de Eden Zero, il s'est passé des choses, ils ont perdu la mémoire. Et je pense qu'on va découvrir un petit peu plus là-dessus dans le prochain tome, et je pense que c'est ça qui retourne le cerveau des gens en ce moment dans Eden Zero. J'ai hâte de lire le prochain tome, en tout cas, c'est vraiment super bien. Moi qui redécouvre Fairy Tail, qui surkiffe, et qui découvre Eden Zero, qui surkiffe, ah vraiment, Hiromashima, un auteur peut-être un peu trop sous-estimé en France, un petit peu trop conspué pour pas grand-chose en fait. Maintenant, on parle du tome 12 de Kaguya-sama Love is War, donc on approche tout doucement avec ce tome-là de la fin de la saison 3.
parce que là, le prochain tome, c'est le festival qui avait duré 3-4 épisodes dans la saison 3. Donc, allez, 2 tomes, on finit le festival. Et donc, à partir du tome 15, on est sur ce qui va sûrement être adapté pour le film qui sort au mois de décembre au Japon. J'espère qu'on l'aura en France quelques temps après, comme The Quintessential Quintuplet. Vraiment bien, donc là, c'est tous les préparatifs du festival. Il y a encore des petites révélations par rapport au personnage, notamment le fait qu'on découvre quand Shirogane est véritablement tombé amoureux de Kaguya. On découvre comment Kaguya, si je dis pas de bêtises, c'est aussi dans ce tome-là qu'on découvre que Kaguya est véritablement amoureuse. C'est pas juste je veux qu'il tombe amoureux de moi, c'est là je suis amoureux de lui, je le dis haut et fort, c'est pas juste un petit crush. Vraiment cool. Il y a vraiment encore des super histoires, des super chapitres. J'adore toujours autant les moments où Fujiwara voit que le président galère à faire un truc, elle dit je t'aiderai pas. Et Amon a dit un truc. Et ça se retourne contre elle, genre typiquement le moment où il gonfle les ballons, il dit ah c'est bon maintenant, je pensais t'aider si tu ratais, et pff, il rate et il dit ah c'est fini pour toi ma vieille, viens ici dans la cave, on va s'entraîner 2 semaines à gonfler des ballons. Ça va être trop cool, c'était trop cool. J'adorais le passage, le tout début, le premier chapitre où Kaguya se déguise en soubrette de chat et qu'après t'as le comment il s'appelle Ishigami qui dit ah t'es vraiment nul, c'est vraiment un truc cliché ça. Elle est complètement effondrée psychologiquement. Non vraiment Kaguya-sama Love is War, toujours aussi bien, j'aime vraiment bien cette série qui s'est terminée en plus récemment au Japon. J'en profite qu'on parle de Aya Ayasaka pour parler de Oshinoko. Alors, j'ai pas fini le tome 5, j'ai un peu décroché du titre et je pense que je vais me relire les 5 tomes pour la sortie du tome 6. C'est pas mauvais, mais vraiment, encore une fois, comme j'ai dit pour le tome 4, le rythme de publication du titre fait que j'ai un peu du mal à rentrer pleinement dans la série, mais je vais essayer de remédier ça pour le tome 6. Et je parlais juste du dos, je sais qu'il y a des gens qui en ont parlé. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir un tome 5 qui a un dos noir là où les 4 premiers tomes étaient blancs. C'est normalement ce que j'ai compris, pareil au Japon, c'est pas juste Kurokawa qui a une lubie qui dit tiens on va faire chier le mec qui aime pas Crunchyroll. Non, c'est vraiment comme au Japon. Je pense que c'est dû au fait qu'on arrive dans un nouvel arc dans Shinoko pour montrer peut-être que le côté dramatique. Je verrai avec le tome 6 si peut-être avoir 4 tomes blancs, 4 tomes noirs, 4 tomes blancs, 4 tomes noirs. On verra comme il y a eu pour Hikaru no Go, les tomes étaient noirs et blancs à intervalle de 1 tome sur 2. À voir, en tout cas, je veux juste en parler. Et j'en parlerai l'année prochaine avec le tome 6, promis, juré. On retourne à Pika Edition avec le tome 1 de Witch Wars. Alors c'est quelqu'un qui me l'a conseillé sur TikTok. Enfin, j'ai vu une vidéo de Brian Dono et j'avoue que j'étais passé un peu à côté du titre. Ça me donnait pas du tout envie. La couverture, pas plus que voilà, j'ai pas attiré plus que ça par le titre et par la couverture. Et en fait, on m'a expliqué. C'est Valkyrie Apocalypse avec 32 femmes célèbres de l'histoire qui vont se foutre sur la gueule. Et à la fin, il y aura qu'une seule vainqueuse qui va pouvoir exaucer son vœu. Donc 32 femmes célèbres de l'histoire. Là, en couverture, on a Elizabeth Bathory. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une sorte d'équivalent féminin de Dracula. Alors, pour exagérer, c'est que dans toute la culture populaire, dès qu'on parle d'Elizabeth Bathory, on nous dit elle a tué plein de gens, elle s'est baignée dans le sang des vierges. Voilà. Typiquement, elle apparaît dans Requiem Chevalier Vampire, et c'est une putain de tarée, c'est la grande reine des vampires, etc. Et de l'autre, il y a Tomoe Gozen, que je connais vite fait de nom, j'ai déjà entendu ce nom quelque part dans des mangas, mais j'en connais pas plus. L'héroïne, c'est Jeanne d'Arc, il y a Marie-Antoinette qui apparaît, donc la dernière reine de France, enfin, reine de France avant le retour de la royauté sous Louis XVIII et compagnie, Louis XVIII, Louis XIX, après Napoléon et avant Napoléon III. Je vous sors des gros cours d'histoire. Il y a Marie Curie, enfin j'ai vu d'autres noms un peu célèbres, il y a plein de femmes assez célèbres, mais d'autres, il y a beaucoup de personnages japonais, donc forcément que je connais pas plus que ça. Mais voilà, en personnage célèbre, j'ai vu Marie Curie, je me suis dit, faire quoi avec bombe nucléaire, elle va tuer tout le monde ou quoi? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est intéressant à voir. En tout cas, le tome 1 est vraiment cool, c'est vraiment dans une droite lignée de Valkyrie Apocalypse, où graphiquement, ça explose la rétine, les personnages ont des super pouvoirs de fous furieux. Typiquement, Elizabeth Bathory, elle a des pouvoirs liés à la torture, elle invoque des grosses armes pour torturer les ennemis. Tomoe Gozen, elle se bat en mode samouraï, elle a un arc gigantesque, elle tranche des gens, enfin, c'est vraiment cool. Si vous aimez vraiment ce côté over the top des combats de Valkyrie Apocalypse, je pense que vous allez kiffer Witch Wars pour ça. Petite pause light novel avec Chainsaw Man Buddy Stories, donc un petit light novel de 200 et quelques pages, 237 pages. C'est quand même beaucoup plus gros que le light novel sur One Piece qui était 180 pages, donc qui était un peu plus fort et qui était un peu, j'ai trouvé un peu moins intéressant. Donc en plus voilà, aussi nouveau dos avec le dos Crunchyroll. Je sais pas du tout si le titre Chainsaw Man c'est le même typo que pour les tomes habituels. Je sais même pas s'ils ont pas inversé aussi, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas regardé par rapport à mes tomes de Chainsaw Man.
Chainsaw Man Buddy Story, c'est un light novel qui raconte 4 histoires autour de Buddy, de Buddy Movie, donc de 4 héros, de couples de héros. Enfin, 3 couples de héros, parce que après c'est une histoire avec un groupe. Donc la première, c'est Denji et Power qui vont, un petit peu après leur première mission, vont devoir faire une mission juste entre eux. Et donc c'est sympathique avec une Power qui est fan d'animé, donc elle se prend pour un personnage d'animé et elle va enquêter en mode je suis le super-héros Conan Edogawa, je résous toutes les énigmes, et elle s'y croit à fond, avec un Denji qui est complètement désabusé, qui pense juste à bouffer. C'était sympathique. La deuxième histoire, c'est celle sur Kwang Shi et le maître Kishibe, où c'est vraiment ça fait quelques années qu'ils font équipe, il y a une nouvelle équipe qui arrive, et donc ils vont l'entraîner, et ça fait le lien en plus avec une petite histoire où en fait on voyait Kishibe qui draguait Konshi en disant eh, si je réussis, si je survis cette année, on vient, on sort ensemble. Il lui dit non, non, non. Et à la fin, il lui dit je crois qu'en fait je suis lesbienne. Et ça finit là-dessus en fait cette histoire. Et la dernière histoire, c'est celle de Himino et Aki qui font leur première mission. Genre Aki vient juste de se faire recruter. Donc ça fait aussi le lien avec un passage de l'histoire où vraiment c'est les mêmes trucs où on voit Himeno qui est complètement qui a le bras en écharpe et Aki arrive et Aki se dit oh putain doit vraiment être nul. Elle dit non non c'est juste les autres qui sont mauvais et je survis et je suis blessé à cause de ces tocards. Et donc on découvre la suite de ça. C'est sympathique, c'est plus intéressant que le One Piece Romance. Après le seul défaut, alors oui la dernière histoire, c'est juste le groupe habituel, donc Power, Denji et Aki plus Makima qui partent en vacances au bord de mer. Je trouvais ça un peu moins. C'est le truc le moins intéressant des quatre. Le seul petit entre guillemets, reproche, défaut, c'est juste dommage qu'il n'y a que 4 illustrations de Fujimoto. C'est qu'il y a une illustration par histoire et c'est un peu faible. J'aurais aimé peut-être au moins 2 illustrations par histoire, une centrée sur chacun des personnages. Genre, t'aurais eu une illustration pour mettre en valeur Power, une pour mettre en valeur Denji, et à chaque fois pour les 3 duos. Au moins ça aurait été cool. Voilà, le seul vrai reproche que je peux trouver. Au moins, il y a aussi une petite illustration qui est vraiment cool, recto verso, où on voit Kishibe, Konshi et notre trio enfant, qui est une illustration qu'on a vue dans le Jump. Je dis pas de bêtises. Voilà. Ça a le mérite d'exister. C'est pas un banger, c'est pas le truc indispensable. Vraiment, ça ne changera pas votre vision de l'œuvre. C'est juste un petit accompagnement en plus. On parle maintenant de Sakamoto Days, le tome 5, vraiment toujours aussi bien. Là, en plus, le manga finit un petit arc, l'arc du Kanizeno, qui est vraiment cool. J'adore le fait que Sakamoto, qui est vraiment une force de la nature, arrête pas de tricher, mais personne s'en rend compte. Genre, il prend une carte, il regarde, il repose la carte, en une fraction de seconde, personne s'en rend compte. Sauf qu'il dit, a triché là? Non. Ou quand ils doivent jouer au Puyo Massacreur et qu'il tient la carte. Et à la fin, le mec, il échange les cartes avec son pouce pour que le mec attrape la mauvaise carte. Je trouve ça vraiment cool. Et après ça, on arrive sur un arc qui, bon, ça va être un peu plus conséquent. C'est 4 prisonniers qui se sont libérés et qui veulent tuer un petit peu toute l'organisation autour de Sakamoto. Donc ça va être cool de voir ça. Il va y avoir pas mal de gros combats, notamment ce personnage-là qui se bagarre contre un autre personnage. Vraiment, encore une fois, Sakamoto Days, graphiquement, ça explose. Je trouve que c'est un super shonen qui visuellement dépote sa race. On parle maintenant de Blue Giant Supreme, tome 10 sur 11, donc avant-dernier tome. Alors je suis très content, c'est que Glénat a annoncé très récemment qu'en 2023, ils allaient sortir le troisième arc de Blue Giant Explorer, où cette fois, Dai est aux États-Unis et parcourt un petit peu tous les States, la terre du jazz, etc. Ça va vraiment être cool, j'ai hâte de découvrir ça. Donc on approche quand même tout doucement de la fin des pérégrinations du groupe Number 5. Ils vont assister à un concert, un festival de rock en Angleterre, si je au Royaume-Uni, ouais, c'est ça, un grand festival de rock. Et c'est vraiment cool de les voir progresser. Limite, tu les vois au début, ils se cherchaient un petit peu, le groupe n'était pas formé. Au fur et à mesure, tu vois que le groupe a pris de l'assurance. Notamment là, quand ils arrivent et ils font ouais, on va tester chaque micro un par un. On va tester, je veux qu'on règle chacun ma batterie. On va régler chacun des instruments un par un, des composants. Vous réglez les basses comme ci, les aigus comme ça, les graves comme ça. J'ai trouvé ça vraiment super cool. On sent vraiment la progression du groupe. Et bah ouais, on arrive doucement mais sûrement à la fin. Je pense que le prochain tome, ça va être la fin du groupe. Je sais pas comment il va amener ça, l'auteur, sur bon bah moi je vais prendre ma carrière solo, à ciao tout le monde, on se retrouvera dans 5 ans. On verra, en tout cas, bah, vivement le 11e et dernier tome. Je pense qu'on va avoir une petite larme à l'œil, même si on sait qu'on aura la suite quelques temps après. Et on finit avec Trillion Game, le second tome. Alors, j'ai pas pris le tome 2 de Sanctuary parce que, comme l'auteur vient au Festival d'Angoulême au mois de janvier, je subodore
que pour avoir une dédicace, il faudra acheter un bouquin sur place. Et j'ai pas forcément envie d'acheter 3 fois le tome 1, juste pour les beaux yeux de Glénat. Donc, je vais pas acheter le tome 2 ni le tome 3, et je les achèterai sur place pour avoir potentiellement une dédicace de l'auteur. Donc, mais même, je connais déjà l'histoire de Sanctuary, hein, je l'ai lu 3-4 fois, j'ai l'édition Kabuto, donc là, je les achète juste parce que l'édition est topissime, avec des pages couleurs, pas comme d'autres éditions Masterpiece, d'autres éditeurs. Donc Trillion Game, toujours aussi bien. Donc là, on finit le moment où ils participent au grand tournoi de hackers. Ils sont deux contre tout le monde. J'adore encore le fait que le personnage un peu plus Gaku, celui qui est un peu plus extraverti, il fasse toutes les conneries du monde pour faire chier le monde, genre avec son petit bâton avec de l'aluminium pour niquer le wifi de tout le monde. Et pendant ce temps, le héros, il hack tout le monde. C'est vraiment super cool. J'ai vraiment aimé, il y a l'apparition de Johnny Depp, c'est dommage, avec les situations actuelles, ça a été un peu tendu pour l'auteur de le faire réapparaître. On verra par la suite. C'était vraiment un arc hackage vraiment cool. Et, alors il y a un truc qui m'a pas mal surpris, et je me rends compte que ceux qui lisent Sanctuary doivent être un peu choqués de lire Trillion Game et Sanctuary, parce que Sanctuary était écrit dans les années 90, celui-ci, il est plus récent, donc il s'est passé quasiment 30 ans entre les œuvres, et surtout il y a le traitement des personnages féminins, où dans Sanctuary, la femme, c'est limite une femme objet, qui sert juste à tirer son coup, pour la plupart, hein. Genre la femme flic, même si elle est un peu forte, genre au début, elle s'est quand même pas mal malmenée, et la plupart des filles, elles se font souvent traiter de femmes objets et de vase à vidage de couilles, hein. Genre, la plupart des personnages féminins dans Sanctuary, ça servent un peu à ça. Alors, vers la fin, un peu moins. Et dans Trillion Game, je trouve que les femmes sont beaucoup plus fortes. Genre, le personnage qu'on voit en couverture, elle est cool. Je vais dire, je les cale. Elle est vraiment cool, elle est badass. Mais surtout, notre duo va essayer de recruter un nouveau membre pour l'entreprise. Et c'est une femme qui est vraiment forte. Alors, on la voit avec des faiblesses. Le fait qu'elle est trop sûre d'elle, elle s'implique à fond, et en fait, finalement, les gens ont un peu peur d'elle, ils veulent pas la recruter. On voit cette fragilité, et a rejoint le groupe, et vraiment, j'aime beaucoup ce personnage-là. J'ai hâte de la voir évoluer. Et encore une fois, c'est un passage féminin hyper intéressant, qui est un peu plus intéressant que juste je suis la femme objet de tel mafieux ou de tel politicien, je vais juste servir de plan cul pour un tel. Voilà, super intéressant. En tout cas, Trillion Game, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, c'est sûrement le dernier mes lectures de l'année, parce que à partir de la semaine prochaine, on sera au mois de décembre, on va attaquer le méga calendrier de l'Avent spécial, je ne le dis pas encore, je vais l'annoncer la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne journée, pensez à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, vous connaissez le Rengaine. En lien, il y a des liens vers tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!